Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo destinée à vous expliquer l'oracle Houdou, la voix des ancêtres, c'est-à-dire faire parler les ancêtres avec les oracles du Houdou. Donc c'est une technique qui est inspirée de la méthode de tirage par les os, donc les os comme les os, OS, pas comme les os EAU, donc qui se base donc sur un jeté de différentes pièces qui vont constituer la réponse qui va vous être donnée du coup par les ancêtres. Pourquoi les ancêtres? Tout simplement parce que le jeu est consacré à l'autel des ancêtres. On rappelle que dans le Houdou, rien n'est possible sans une bonne relation avec les esprits des ancêtres. Donc pour cela, dans le petit manuel qui l'accompagne, vous allez avoir un petit chapitre avec comment monter votre hôtel aux ancêtres. C'est tout simple, il y a même des formules raccourcies pour ceux qui n'ont pas de place. Vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, il n'y a pas besoin de faire des grands rituels, mais ça reste une méthode divinatoire. Et pour connaître les tenants et aboutissants de la divination, je vous propose la minute théorie tout de suite. La minute théorie du jour est consacrée à la divination. La divination se définit comme l'art de prédire l'avenir par l'observation et l'interprétation de certains phénomènes. C'est-à-dire qu'il s'agit de donner du sens à un événement, soit exceptionnel, soit un événement qu'on peut anticiper, comme un tirage de cartes ou une mancie quelconque. Alors on a l'habitude d'un cliché classique de la divination, c'est la voyante qui regarde dans sa boule de cristal. Mais les méthodes de divination sont multiples, puisqu'il s'agit d'avoir simplement un support qui est considéré comme étant un véhicule du message divin, qui se passe donc d'un plan dire spirituel, divin, au plan humain. Pour ça, le devin a besoin de trois qualités. Il a besoin du savoir, du savoir-faire et de l'intuition. Ce fameux triangle, nous allons l'étudier et nous allons voir ce qu'on appelle savoir, savoir-faire et intuition. La première qualité, c'est le savoir. Le savoir se définit comme être convaincu de quelque chose, avoir dans l'esprit la connaissance, la certitude de quelque chose, c'est-à-dire être persuadé que quelque chose est juste. Autrement dit, le sens que l'on va donner à un événement, que ce soit un tirage ou un signe, entre guillemets, donné par les dieux directement, ce sens doit être perçu comme étant quelque chose de véritable, quelque chose ayant un but, étant véritablement un signe amené par une autre forme de connaissance, hein, d'intelligence. Pour ça, ça passe par l'apprentissage, c'est-à-dire que le savoir passe par la connaissance de l'outil, que ce soit les cartes, que ce soit les bâtonnets de hiking, que ce soit les figures de la géomancie, le savoir passe par la connaissance, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre un jeu et ne pas étudier son symbolisme. Pour ça, vous voyez, j'ai mis une carte ici, le battleur. Le battleur, on peut le sortir en disant, bah tiens, c'est la première carte, et un point c'est tout. Ou alors, on peut partir sur l'image générale, hein. J'ai connu une voyante qui disait que les cartes pour elle, c'est comme une bande dessinée qui se déroule devant ses yeux. Donc elle n'avait pas besoin d'un symbolisme particulier, mais elle avait son intuition qui était plus forte que le symbole qu'elle représentait, qu'elle tirait. Et donc du coup, il s'agit pour avoir la connaissance de pouvoir étudier chacun de ces symboles. Donc que ces symboles soient, je dirais, réels historiquement, comme l'usage du tarot par exemple n'a pas été divinatoire au début, c'est pas issu des grandes écoles des mystères d'Égypte, etc. Tout ça, c'est du folklore. Mais par contre, les rapprochements qu'on peut faire avec tout ça, les différents symbolismes, les différents référentiels, vont avoir autant d'importance puisque ils vont vous permettre de développer le sens à mettre derrière chaque symbole. Et ça, c'est important. Et ça va être dépendant de chacune de votre culture et de vos croyances. Donc le savoir, il n'y a pas d'autre choix, il faut le travailler, il faut l'étudier. Ça ne vient qu'avec l'étude. Ensuite, le savoir-faire se définit comme étant une compétence, une expérience qui a été acquise dans l'exercice d'une activité. C'est-à-dire que le savoir-faire est une mise en pratique du savoir. C'est par la confrontation avec l'expérience, c'est-à-dire avec la pratique, que vous allez avoir un développement qui va se faire.
En même temps, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en compétences également, puisque les différents cas qui ne sont pas étudiables dans le savoir vont se retrouver dans la réalité. Vous allez être confronté à des consultants ou à des situations que vous ne retrouvez pas dans les livres, hein. Quand vous avez le boulanger qui sonne à 5 heures du matin pour lui retrouver son bridge tombé dans la pâte à pain, ça c'est des choses qui ne se trouvent pas dans les livres. Mais par contre, il faut que vous sachiez y répondre tout de même. Et le savoir-faire passe par là, ce qui fait que avec l'expérience, vous allez gagner en savoir-faire. Vous allez acquérir de cette qualité et vous allez avoir de plus en plus de facilité. C'est ce qui permettra aussi de faire la différence entre le savoir théorique et le savoir pratique. C'est-à-dire que le savoir, c'est une chose, mais par contre, l'application du savoir dans une certaine circonstance est nécessaire pour que vous puissiez faire la différence entre les subtilités de l'interprétation du symbole. Ensuite vient l'intuition. L'intuition se définit comme une forme de connaissance immédiate, qui ne recourt pas au raisonnement. C'est-à-dire que c'est une connaissance que vous avez, en gros, sans savoir d'où ça vient. Elle n'est pas passée par le filtre du raisonnement, et elle n'est pas passée par le filtre subjectif des émotions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous venez de vous disputer avec belle maman que vous allez voir des symboles de dispute un peu partout. Là, c'est parce que vous êtes influencé par vos émotions. Il faut que vous arriviez à vous extraire de ce milieu émotionnel et de ce milieu intellectuel pour avoir directement le message des divinités, du plan spirituel, de vos guides, etc. Donc ça, c'est la première chose par rapport à l'intuition. Elle est détruite par le filtre du raisonnement. Ce qui fait que quand vous êtes en consultation, que ce soit avec un support ou avec une médiumnité directe, quand le raisonnement intervient, l'intuition est coupée et vous n'avez plus un message qui sera de qualité. Ce fameux raisonnement, il est décomposable en 4 ennemis de l'intuition, qui sont donc l'hésitation, le doute, la réflexion et le temps. Si vous hésitez pendant le tirage, c'est que vous raisonnez, et ce raisonnement va venir bloquer l'intuition, et vous allez sortir la mauvaise carte par exemple. Si vous doutez, c'est la même chose. Vous doutez, vous bloquez l'intuition, vous bloquez le message qui peut passer, et à ce moment-là, vous tirez la mauvaise carte. Si vous commencez à réfléchir, ah oui, mais j'ai pris cette carte-là, mais par contre, cette carte-là, ma main était plutôt attirée par celle de gauche, mais en même temps, mon regard vient de se poser sur celle de droite. Ça, c'est une réflexion, ça va au-delà de l'hésitation, on est sur le mental qui reprend ses droits. Et là, c'est catastrophique puisqu'on coupe directement l'intuition. Le temps. Le temps, c'est la même chose. Plus vous allez laisser du temps pour faire le tirage, plus vous allez permettre au mental de revenir en force. C'est pour ça que dans les différentes méthodes divinatoires, on essaye de répondre au plus vite possible, c'est-à-dire sans se poser de questions. Vous retrouvez ça, donc les hésitations, ça c'est ce que vous verrez quand le consultant hésite avant de tirer une carte, hein, vous le voyez facilement, sa main s'arrête, puis elle change de côté, etc. etc. Rarement les consultants ont une intuition directe, ce qui fait que du coup, ce sont plutôt des personnes, je dirais, normales, lambda, et donc ils vont tirer avec le mental et ils ne vont pas tirer avec l'intuition. Ensuite, le doute. C'est, oui, mais est-ce que je dis la vérité? Je dis la vérité. Est-ce que c'est le petit ange? Est-ce que c'est le petit diable qui parle? Là se pose toujours la même question des guides et des médiums, c'est qui sont les guides? Est-ce que ce sont vraiment des guides de lumière ou alors est-ce que ce sont des petits démons, des petites choses malicieuses, des farceurs qui se travestissent en anges ou en guides de lumière pour vous dire la vérité? Bon. La question se pose toujours, mais attention au doute, il est catastrophique. La réflexion, comme dit, surtout quand on utilise le pendule, il faut ne pas réfléchir. C'est vraiment instinctif à 100%. C'est je pose une question et j'attends la réponse. Mais j'attends pas trop longtemps parce que sinon le mental se remet à nouveau en route. Ce qui fait que les méthodes, les mansis qui utilisent des techniques avec beaucoup de temps, par exemple là je vous ai mis les tiges du hiking, il faut presque un quart d'heure pour faire un tirage complet, c'est très bien quand on maîtrise parfaitement l'outil et son mental, c'est-à-dire qu'on arrive à rester concentré pendant tout le quart d'heure sur la question et ne pas surtout commencer à penser aux réponses. Donc là, c'est bien, mais la plupart des gens ne maîtrisent pas suffisamment leur mental pour pouvoir le faire taire pendant 15 minutes. Donc privilégiez les techniques qui vont aller vite dans le tirage. C'est pour ça que moi je préfère les choses que l'on jette, puisque on pose la question, on jette, c'est-à-dire c'est fait en un quart de seconde et on n'a plus cette influence du mental.
Comme les coris par exemple, on les jette sur un tapis. La géomancie, pareil, on dit bien le jeter de points sur la feuille. Et l'acutomancie, c'est mon petit truc à moi, c'est que on jette les épingles et on observe la manière dont elles s'enchevêtrent, ou alors la manière dont elles vont se séparer. Il y a une autre technique qui sont le tirage des os, les os, hein, OS, où du coup on va jeter de la même manière les os d'un poulet qui a été sacrifié, préparé, etc., etc., et qui permet du coup aux esprits de s'exprimer à travers ces os. La divination, avec un mélange d'intuition, de savoir et de savoir-faire, en général, on privilégie les tapis de tirage. C'est-à-dire que l'oracle est jeté dans une zone qui est divisée. Et cette division permet de cibler, de catégoriser le signe qui va être donné. Alors après, qu'on le divise en éléments, en directions, qu'on le divise en différents mondes, qu'on le divise en maisons ou en signes du zodiaque, là, c'est à nouveau le savoir qui va rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que la zone sur laquelle vous faites votre tirage doit correspondre à une technique liée à votre savoir. Si vous ne maîtrisez pas l'astrologie, que ça ne vous dit rien, il faut d'abord apprendre les maisons astrologiques avant de faire un tirage. Sinon, vous allez vous retrouver à chercher des sens alors qu'il n'y en a pas. En résumé, la divination, ce n'est pas une technique simple, c'est pas quelque chose qui est facile, quelque chose qui s'apprend. Donc pratiquez en évitant les pièges du mental, en évitant le raisonnement. Il faut que vous arriviez à acquérir du savoir, il faut que vous mettiez ce savoir dans le savoir-faire, c'est-à-dire il faut le mettre en pratique. Une connaissance livresque, c'est bien, encyclopédique, c'est bien, mais il faut aussi se confronter à la réalité. Donc ça sert à rien de se dire je vais pratiquer dans un an quand j'aurai vraiment lu tous les livres qui sont sur le sujet. Et enfin, il faut que vous trouviez une technique pour développer votre intuition, c'est-à-dire que vous arriviez à avoir un message direct. C'est l'intuition qui vous permet de faire le tri dans les différentes significations de chaque symbole. Allez, on retourne à la pratique parce que ça suffit le blabla maintenant. Alors, retour à la pratique. On va explorer l'oracle Houdou dans le détail. Pour ça, il faut savoir qu'il a, on va dire, 4 utilités. La première, ça va être la divination en tant que telle, c'est-à-dire j'ai une question à poser, une question importante, puisque le but c'est d'interroger les ancêtres, d'interroger les esprits. Donc c'est pas simplement pour savoir quel temps il va faire demain. Sauf si je me marie demain et que j'ai vraiment besoin de savoir quel temps il va faire. Donc uniquement réservé aux questions, je dirais, sérieuses. Sinon, de toute façon, vous verrez que les ancêtres vont vous envoyer bouler et régulièrement, la pierre va carrément sortir du plateau de tirage. Ensuite, il va vous permettre de répondre à une question assez cruciale, c'est suis-je envoûté, suis-je croisé, suis-je victime d'un mauvais sort, suis-je victime du mauvais œil. C'est un oracle qui est presque spécialisé pour ça, vous verrez que c'est très pratique. Ensuite, quel sort ou d'où je dois utiliser pour contrer un maléfice, ou alors pour débloquer une situation, ou pour améliorer une situation, c'est-à-dire quel sort dois-je choisir. C'est-à-dire que quel sort, c'est-à-dire un road opener par exemple, ou un sort sur les amours, mais aussi quelle forme de sort je dois prendre. Est-ce que je vais prendre une bouteille? Est-ce que je vais prendre un pot à esprit? Est-ce que je vais prendre un rituel classique avec des bougies? Tout ça, c'est utilisable avec l'oracle du Houdou. Et la troisième partie, c'est quand vous avez composé votre sort, vous avez souvent, donc imaginons un mojo bag, un gris-gris, je vais mettre des ingrédients dedans, et bien pour choisir les ingrédients, je vais pouvoir utiliser directement les tirages avec cet oracle. Pour ça, l'oracle se compose donc de jetons qui remplacent donc les os. Ces jetons sont faits dans une céramique très particulière. Hein. Bon, vous verrez sur mon site comment elle est constituée. Et elle a donc différents symboles gravés qui sont en fait les mêmes symboles qu'on utilisera dans le houdou. Hein. Le cœur pour le love enticing, l'œil pour le mauvais œil, la fameuse yes no qu'on retrouve dans l'oracle des os aussi, le high John, success. Vous avez une féminine, c'est-à-dire qui va représenter soit la consultante, soit une femme, soit une influence plutôt passive. Vous avez le jeton de la santé, vous avez le chat, donc qui représentera Black Cat, vous avez la clé, Road Opener, vous avez la justice, ou l'équilibre, hein, selon l'aura qu'on va avoir. Vous en avez un qui représente une espèce de dragon qui s'envole, c'est Reversible Eye, autant pour moi, c'est
Go Away Evil, voilà, pardon. Ensuite, on a Fast Luck, le Uncrossing, qui a donc deux faces. Il y a une face Uncrossing et une face Crossing. Les flèches vont vers le centre ou vers l'extérieur. On a la toile d'araignée, voilà, qui représentera donc du coup l'emprise, controlling. On a le jeton de Mars, qui représentera soit un consultant, soit un homme, soit une influence active. Ensuite, on a l'argent, donc money drawing. Et enfin, la pierre la plus importante, celle qui représente les ancêtres. Généralement, c'est celle qui va vous donner la réponse, 9 fois sur 10. Ça va aussi vous indiquer si vous pouvez utiliser l'oracle, c'est-à-dire si les esprits sont d'accord pour vous répondre, si la réponse se trouve dans le tirage. Donc, si vous avez la réponse, si vous cherchez une réponse pour quelqu'un d'autre, vous aurez simplement besoin de mettre son témoin, c'est-à-dire sa photo, sa carte d'identité, son nom, son prénom si vous n'avez rien d'autre. Vous le mettez simplement au centre, l'espace sacré qui se trouve au centre, et on va simplement jeter les pions par-dessus. On va les jeter sur cette roue astrologique, très importante puisque c'est ce qui va nous permettre d'indépendantiser le tirage. C'est les maisons astrologiques qui sont représentées, mais aussi les signes. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, la maison 1, tout est expliqué dans le livre, hein, vous avez toutes les maisons qui sont expliquées dans le détail. Maison 1 va représenter le consultant, ou le consultant dans la situation telle qu'on le demande. En face de la maison 7 va représenter celui qui est en face, c'est-à-dire ça peut être l'associé ou ça peut être l'épouse. Si la question concerne plutôt les sentiments, on va s'intéresser à la maison 5, puisque c'est ce qui va représenter tous les sentiments de plaisir, les joies, donc les enfants également, qui sont censés procurer beaucoup de joie dans l'existence. Mais avant tout, on allume un petit peu d'encens, on protège l'espace avec de l'eau de Floride, c'est-à-dire qu'on va faire le ménage sur la surface, on va tout nettoyer avec de l'eau de Floride, on va allumer un encens, là j'ai pris un encens spécifique, l'encens des ancêtres, et si vous voulez, si vous avez l'habitude, vous allumez une petite bougie, ou vous prenez un élément de votre autel aux ancêtres et vous le placez sur le tapis pour faire une forme de liaison. Les pierres, quand elles ne sont pas utilisées, vous les laissez dans la pochette, petite pochette rouge, et vous le placez simplement sur votre autel aux ancêtres. Ensuite, vous jouez avec vos pierres, et vous posez mentalement la question. Vous pouvez le faire à haute voix aussi si vous préférez, mais vous pouvez mentalement poser la question. Admettons que je pose la question pour quelqu'un d'autre, est-ce que Madame Tartampion est envoûtée? Est-ce qu'elle est croisée, envoûtée? Est-ce qu'elle est une victime d'une attaque occulte quelconque? Je me laisse un petit peu de temps, jusqu'à ce que j'arrive à bien me centrer sur ma question. Et quand la question est bonne, eh bien, je jette simplement les jetons, sans me poser de questions. Et c'est là maintenant qu'on va commencer à interpréter. La première des choses à chercher, c'est la pierre des esprits. Si elle se trouve sur le tapis, ou si elle a été expulsée. La pierre des esprits donc se trouve là, elle est à l'envers, donc généralement c'est déjà mauvais signe, dans le sens où les ancêtres ne répondent pas. C'est ce qu'on appelle une pierre muette. Si elle était dans ce sens-là, pas de problème, il répondrait. Donc, le tirage est interprétable, mais il doit être pris avec des pincettes. Attention, la réponse n'est pas fiable à 100%. Ensuite, on va regarder ce qui se trouve soit dans la maison de la question, donc là un envoûtement ça peut être la maison 8, ou ça peut être la maison 12, puisque ce sont les maisons dites maléfiques occupées par les forces occultes. En 8, il n'y a rien. En 12, on a du monde, mais on a le jeton Uncrossing. Il est en mode Uncrossing, c'est-à-dire les flèches s'écartent. Donc, en gros, il n'est pas croisé, tel qu'on l'entend habituellement. Si ça avait été dans ce sens-là, oui, là on aurait pu se poser la question. Mais ne vous fiez pas à une seule pièce, il faut toujours qu'il y ait un faisceau d'éléments concordants pour que ce soit pertinent. Par contre, après, une place importante, c'est l'ascendant, c'est vide également. Et enfin, on a la dernière place qui est le centre de l'espace sacré, le centre du tirage. Et bien là, on va regarder ce qui s'y trouve. On a les Eye, on a Black Cat, et on a la carte, enfin, le jeton du controlling.
Donc effectivement, il y a de fortes probabilités pour que cette personne, la fameuse Madame Tartampion, soit victime d'une forme d'action occulte. Mais on est plus sur de la jalousie que sur un vrai croisement, hein, puisque là on n'a pas le fameux crossing. Donc, ce qu'on nous suggère, c'est déjà de regarder si on peut faire un simple retour de mauvais œil, un simple rituel de mauvais œil. On pourrait également faire un rituel Black Cat, c'est-à-dire on prend la bougie blanche pour essayer de lever la malchance. Là, en gros, ce qu'on nous dit, c'est que le mauvais œil, la jalousie dont elle est victime, hein, ça cancane énormément au bureau chez elle, ça lui crée une forme de sérieuse malchance qui du coup visiblement lui colle à la peau et la bloque, puisqu'on a controlling l'araignée, hein, qui tisse sa toile. Donc effectivement, on devrait pouvoir faire un retour de mauvais œil avec les techniques Oudou classiques. Maintenant qu'on sait qu'il faut faire un retour de mauvais œil, eh bien on peut se poser la question de comment est-ce que je vais le faire. Il y a beaucoup de techniques, chaque rootworker va avoir ses préférences techniques. Le mieux est quand même de suivre la recommandation des ancêtres, des esprits. Donc pour ça, il faut en fait regarder où va se trouver la pierre des ancêtres. Si elle est visible, donc si elle n'est pas muette, hein, si elle est comme ça, si elle est invisible ou si elle est carrément sortie de l'espace de tirage, hein, c'est-à-dire que là les ancêtres n'ont vraiment rien à dire, il faut regarder la pierre oraculaire, c'est-à-dire la pierre qui répond à la question, qui est concernée par cette question. Donc là en l'occurrence ce serait soit Crossing, soit Livilai. Comme Crossing il est en mode uncrossing, on ne peut pas en tenir compte. Ces trois-là, sont dans l'espace central, donc on ne peut pas en tenir compte non plus. Donc on retourne sur la pierre des ancêtres, même si elle est cachée, ça veut dire qu'on va faire un rituel lié à la maison 10. Et pour ça, vous avez le tableau dans le livre. La maison 10, c'est un triangle de matérialisation qu'il faut faire. Donc du coup, on va tout préparer tous les ingrédients qu'il faut, et on va faire le rituel de retour de mauvais œil avec un triangle de matérialisation. Admettons qu'on veuille faire une shaking bottle par exemple. Il faut donc mettre différents éléments. Il existe des recettes toutes prêtes qui permettent de le faire, mais on peut aussi souhaiter suivre les conseils et recommandations des esprits. C'est généralement préférable quand on a l'habitude de fonctionner. Pour ça, on va faire de multiples tirages. C'est-à-dire que je vais poser la question, est-ce que le premier élément à mettre dans ma bouteille est du règne animal, humain, végétal ou minéral? Et je vais faire la même chose. Je vais penser à la question et je vais faire exactement la même chose. Je vais jeter. Et je vais regarder où se trouve, donc comme la dernière fois, la pierre des ancêtres, qui cette fois-ci est parlante. Elle se trouve dans la maison 11, qui est donc dans ce cadran-là, le cadran supérieur gauche. Donc, c'est marqué dessus. Dans ce cadran-là, c'est donc un élément végétal qu'on va mettre dedans. Ensuite, je vais reposer la question, quelle partie du végétal est-ce que je dois prendre? Quelle partie du végétal, hein? Ça peut être la feuille, ça peut être la tige, ça peut être la racine. Ça va aussi nous orienter sur le végétal en question, puisque s'il s'agit d'une racine, on n'a pas tellement de végétaux dont on utilise les racines. La pierre se trouve à nouveau ici, elle est invisible, mais elle se trouve quand même là, donc c'est dans le même endroit. On va donc utiliser tige-feuille. Donc on va choisir un végétal en lien, dont on utilisera tige et feuille. Vous avez les mêmes tableaux s'il s'agit d'un élément humain, s'il s'agit d'un animal, produits composés, les correspondances zodiaques, analogie planétaire. C'est-à-dire que là, je vais avoir le choix entre beaucoup de plantes, donc je vais réduire le choix en demandant avec quelle planète la plante que je vais utiliser doit être en analogie. On est là, on est donc en maison 4. Maison 4, donc, on
on a mis pardon, les maisons 4, donc elle est dans Cancer, et donc on a une analogie qui va être faite avec la Lune, qui se trouve en domicile en Cancer. Éventuellement, vraiment s'il n'y a rien, on va pouvoir prendre Jupiter. Donc je vais chercher dans mes listes de correspondance, là il va falloir chercher un petit peu, une plante dont j'utiliserai les tiges ou les feuilles, et qui sera de nature lunaire, et qu'on peut lier au sort de River Sevillae. On fait un nouvel exemple, complet cette fois-ci, avec une question plus matérielle. Quelqu'un vient me voir et me pose la question, est-ce que mon entreprise va fonctionner? Donc c'est Monsieur Tartampion cette fois-ci qui vient et qui me demande, est-ce que mon entreprise va fonctionner? Je jette. Première chose à faire, on repère la pierre des ancêtres. Elle se trouve ici. Elle est donc en maison 5. Elle a donc des choses à dire, la maison 5, mais aussi le lion et le soleil. C'est déjà plutôt pas mal, puisque maison 5 c'est plaisir, c'est-à-dire qu'on peut se permettre des plaisirs avec ce qu'on va gagner. En lion et avec le soleil, on a une forme de rayonnement, donc ça c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, pour savoir si c'est viable, il faut aller chercher money drawing. Money drawing, ma foi, elle est retournée, elle est muette, donc ça c'est pas bon signe, c'est que c'est pas forcément aussi rentable que ça. Vous voyez qu'il y a aussi une pièce qui s'appelle Yes No, et Yes No elle se trouve à cheval sur deux maisons. Généralement c'est ce qui annule le jeton, donc on a une réponse relativement mitigée dans ce cas-là. Ensuite on peut voir si on trouve la carte, la pièce Success. La pièce Success elle est aussi retournée. Donc du coup, ça va être assez délicat de répondre. Ce qu'on nous dit là, c'est que oui, effectivement, c'est possible. La pierre des ancêtres ne touche pas d'autres jetons particuliers, donc il n'y a pas une forme de malédiction ou de mauvais enchantement sur cette entreprise. Par contre, ça peut aussi nous mettre en avant que, attention à ne pas vouloir trop s'amuser, et qu'il va falloir vraiment cravacher. Que là, il n'y a pas le choix, il va falloir produire beaucoup. Mais globalement, j'ai pas de pièces négatives qui vont sortir là-dedans. Donc c'est quand même globalement plutôt positif.